Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Voilà, il est 19 heures, l'heure de votre rendez-vous quotidien avec les invités du festival, puisque Meet the Talent, vous le savez, c'est ce moment où on vous invite à venir vous asseoir près de nous, tout près de nos invités, pour les entendre, rapprochez-vous, pour les entendre nous parler de leur travail et puis aussi pour les entendre répondre à vos questions. Ne soyez pas timides, vous pourrez leur poser vos questions. C'est aussi une des magies des festivals, c'est qu'on peut parler avec ces animateurs dont les films nous font rêver. Alors, ces talents à Anima, ils viennent des quatre coins du monde, des quatre coins d'Europe. Rien qu'ici, sur ce plateau, j'ai déjà eu la chance d'accueillir des invités de République tchèque, de Slovaquie, d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, mais ils sont aussi nombreux, les talents belges, au festival. Il y a une compétition nationale, compétition de court-métrage, dont on parlera un peu plus tard, mais nos talents belges... ils s'expriment aussi en long métrage et c'était même une grande fierté de cette édition. Le film d'ouverture du festival était une production belge et il s'agit bien sûr du film Robinson Crusoe et c'est avec son réalisateur Vincent Kestelode que j'ai le plaisir de commencer notre rendez-vous de ce mercredi. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous demander de nous parler de votre parcours, qui, même si vous êtes français, est très très belge, je pense. Votre parcours. Oui, ça fait presque 25 ans que je suis en Belgique, donc maintenant je suis... Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que vous étiez un talent belge. Hein, je me suis J'ai un nom flamand, j'habite en Belgique depuis 25 ans, donc c'est bon, je suis accepté, je pense. Et donc, vous avez commencé vos études à la Cambre. J'avais fait un parcours d'études en France et j'étais intéressé par les Gobelins à Paris ou par la Cambre à Bruxelles. Et finalement, c'est la Cambre qui m'a attiré le plus. J'ai pas terminé l'école. Je suis parti en 4e année puisqu'on m'avait fait une proposition de travail pour un studio d'image de synthèse de talent, de renommée qui m'a apporté énormément. Ça s'appelle Nozone, c'est à Bruxelles, si jamais des gens connaissent. Et donc après plusieurs années dans ce studio, j'ai rejoint l'équipe d'Enwave comme animateur. Et puis j'ai gravi les échelons pour finir réalisateur. Voilà. Voilà, et donc lors de vos études à la Cambre, vous avez pu expérimenter différentes techniques, mais vous l'avez dit, c'est finalement en 3D que vous travaillez. Pourquoi avoir... donc c'est bien sûr les rencontres, mais qu'est-ce qu'elles vous apportent en particulier ? Donc l'image de synthèse, puisque nos films sont en image de synthèse, et en plus on peut aussi les voir en relief. Mais ce que permettait l'image de synthèse à la base, qui m'attirait beaucoup, c'est que lorsque je faisais du dessin traditionnel, juste de l'encre, etc., j'étais très attiré par tout ce qui est traces, textures, lignes. Et souvent dans l'animation traditionnelle, un peu comme chez Disney, on est obligé de recourir à la ligne claire ou à un trait beaucoup plus simple vu la quantité de dessins à effectuer. Et ça m'embêtait à chaque fois de devoir abandonner une partie de cette matière ou au contraire de mal animer parce que j'explorais trop la matière et la texture. Alors il y a des animateurs de talent qui y arrivent et dans mon cas, j'avais l'impression que l'image de synthèse permettait de résoudre un à un les éléments. Donc je résous d'abord la forme, puis après je résous la texture. Après, lorsque je suis content de cette texture, je peux l'éclairer comme je le souhaite, encore jouer. Et donc je garde toutes les étapes. C'est un petit peu la même chose qui m'avait attiré dans l'animation, c'est que j'aimais beaucoup la peinture, j'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup la bande dessinée. Et je m'étais dit, cinéma d'animation, c'est la croisée de tous ces chemins, et j'avais envie d'essayer. Voilà. Alors on reparlera des personnages animaliers plus tard. Vous avez dû vraiment bien vous amuser là sur les textures avec les poils, les plumes. Je pense que j'ai surtout beaucoup fait souffrir les gens qui devaient faire les poils et les textures parce que c'est un défi énorme, quoi. Donc voilà. Bah oui, j'imagine qu'il y en a eu un paquet dans cette production. Alors cette histoire, on la pitch comme la véritable histoire de Robinson Crusoe, mais c'est un petit peu espiègle de nous vendre le film comme ça. Qu'est-ce qui caractérise cette version de l'histoire par rapport aux autres ? Il y a eu tout un travail sur le scénario et sur les personnages. Donc le roman de Defoe est tellement incroyable que tout de suite c'est devenu une sorte d'œuvre universelle et avec des archétypes. Et que ce soit même en littérature, avant même que le cinéma existe, il y a déjà eu des déclinaisons, on appelait ça des Robinsonades, donc d'autres livres qui parlaient plutôt de vendredi ou d'autres livres qui parlaient d'autre chose.
Puis après, je l'avais souligné, dès que le cinéma est apparu, Méliès a commencé à faire sa version de Robinson. J'en ai compté 60 de versions de Robinson. Ça allait du court-métrage à la série télé, au long-métrage, avec des choses comme Castaway, le film avec Tom Hanks, qui ne sont pas officiellement. Mais c'est dans le thème d'un homme qui doit donc qui est tout seul, qui doit se recréer un monde, qui doit trouver des solutions. Et c'est un thème qui intéresse beaucoup les gens, qui les fait rêver, même s'ils n'ont pas lu le livre. Il y a quelque chose d'universel à travers toutes les cultures. Et c'est pour ça que tous les 2-3 ans, une culture, une époque apporte sa version, son point de vue. Alors ici, on est dans le film d'animation qui est du divertissement, qui est un film familial. Donc on a abandonné les thèmes religieux, le cannibalisme ou des choses comme ça. Et on a plus cherché l'humour, sans pour autant céder à la blague facile toutes les 2 minutes avec un rythme effréné. Donc on suit une histoire comme Le Livre de la Jungle ou d'autres films où on avait vraiment tout un déroulé comme ça, assez fluide et calme en même temps. Et pour trouver un point de vue complètement différent, on s'est imaginé que c'était du point de vue des animaux. Et c'est pas moi qui ai écrit le scénario, mais ça m'a parlé parce que je me suis dit, tiens, quand Cortés a débarqué, comment ont réagi les hommes qui voyaient pour la première fois un cheval, ils ont cru que c'était des centaures, etc. Et un point de vue pareil permet de libérer l'esprit. Donc on a des petites blagues comme ça, où les animaux voient tout d'un coup le chien qui est en train de dormir pendant que le maître porte des affaires, et il dit, à mon avis, ça c'est le maître, parce que c'est celui qui fait rien. Alors que bon, voilà. Ils voient un humain qui marche sur ses 2 jambes, et ils disent, c'est un oiseau. Il n'y a que les oiseaux qui sont sur 2 pattes, etc. Bon, là, je vous donne les versions les plus faciles, mais quand il retire ses habits, il arrache sa peau. Donc, ça libère plein de possibilités. Et alors après, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans le film, c'est Kiki. C'est un petit oiseau. Et il y a toute la notion de, est-ce que je deviens un animal domestique? Est-ce que j'abandonne donc ma liberté, mais je gagne en confort? Et le film n'a pas un grand message, c'est pas un film qui se prend au sérieux, mais il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Oui, puis c'est un film d'aventure, un film sur l'amitié Voilà, quand c'est même ça, aussi, ouais. ce qui est quand même une jolie valeur. Oui, et puis aussi sur le point de vue, puisque Robinson, quand il va raconter son histoire, il va complètement oublier l'aide des animaux, et il va dire qu'il s'est débrouillé tout seul, qu'il a fait des tas de choses, et les animaux sont tellement écœurés qu'ils disent quoi, c'est comme ça, et donc l'histoire commence comme ça. Enfin bon, voilà. Mais je préfère que les gens aillent voir le film que m'écouter raconter l'histoire. Pourtant, ils pourront venir vous écouter samedi à Oui, 17h pour un making-of plus conséquent sur le film. Surtout avec des images. Surtout avec des images. Donc, ce qui m'intéresse à travers ce making-of, c'est expliquer le film, apprendre des choses, mais surtout rendre hommage à 120 artistes de talent Voilà. et techniciens qui ont travaillé et que j'ai fait souffrir pendant 3 ans pour certains. Ça vous offre un beau sourire quand même. Hein, ça... Oui, je vais être cruel, oui. Non, mais je suis le premier à me faire souffrir, hein, donc je suis exigeant avant tout avec moi-même aussi. Et justement, sans tout dévoiler, puisqu'il y aura beaucoup de choses que vous nous confierez lors de ce making-of, peut-être vous pouvez nous parler. C'est une aventure extraordinaire qu'un film comme ça se fasse en Belgique. En gros, comment ça se passe, combien de temps ça prend, à quoi ça ressemble ces studios Donc ça se passe à Bruxelles, à côté de la gare du Midi, c'est tout près, personne nous connaît, c'est dans une rue tout à fait normale, rue des Alliés, vous passez, il y a un petit garage, et en fait on a tout investi à l'intérieur de ce quartier. Au début, quand on allumait toutes les machines, on faisait sauter les plombs du quartier, donc bon voilà, c'est assez rigolo. Et sinon, vous verrez les images, et on a atteint un niveau technique qui n'a pas à rougir de la plupart des grosses productions américaines, avec un budget à la fois en ressources humaines et en temps et en argent qui est entre 3 et 10 fois inférieur. Donc on doit compléter ça par tout un tas d'inventivité, d'astuces et de courage. Donc voilà, c'est chouette. Bah oui, c'est très très chouette. Et donc justement, vous venez de le dire, le film n'a pas à rougir. Et donc il a, j'imagine, des perspectives internationales. Robinson va nous représenter un peu partout. Donc pour le moment, le film a été présenté dans différents salons où les territoires achètent le film. Donc on connaît tous le festival de Cannes. Il y a aussi un autre festival aux États-Unis qui s'appelle l'AFM. C'est réservé aux professionnels.
Et le film a été acheté absolument partout. Bizarrement, l'Espagne, je crois que c'est pas encore fait, quelques autres pays, mais sinon c'est distribué vraiment mondialement. Alors on est très très fiers. Pour la première fois, il va sortir aux États-Unis. On est associé avec le distributeur Lionsgate. Et c'est 1500 salles, donc c'est une grosse sortie pour nous. On va sortir en Belgique, donc le 30 mars, le 20 avril en France. On sort en Angleterre, on va sortir bientôt en Russie. On est actuellement en Allemagne, en Suisse, en Autriche. On va sortir en Chine, donc voilà. Alors c'est quelque chose d'émouvant parce qu'on ne connaît pas les cultures. Un film, quand il sort, il peut tout à fait passer à côté de son public, soit parce que le public, ça ne l'intéresse pas. Bon, là, on a raté notre travail. Soit pour des raisons de météo. Ça arrive, Samy 2, quand il était sorti, il faisait très très beau, alors qu'il y avait eu un été complètement pourri. Et là, le 15 août, c'était fantastique, donc c'était il y a 3 ans. Et toutes les salles confondues, toutes les séances confondues, il y avait pour la sortie au Grand Kinépolis 40 spectateurs. Donc dans ce cas-là, on rate notre sortie. Alors il s'est rattrapé ailleurs. Donc par exemple en Corée, c'était un triomphe. Bon, je connais Il pas. faisait très moche en Corée, peut-être cette Je semaine-là. connais pas le public coréen, mais on avait battu Pixar, Disney, on n'en revenait pas. Donc voilà, c'était le meilleur film d'animation depuis 3 ans, à part Puss in Boot. Donc voilà, il y a des rencontres parfois avec un public. On marche bien en Pologne, Israël. Bon, voilà. Et donc le public d'Anima a eu la grande chance de rencontrer Robinson et de vous rencontrer avant la sortie du film. Est-ce que vous voulez en profiter pour poser une question à Vincent? Oui, c'est le moment. Ou pas. Vous préférez peut-être les garder pour samedi ou pour après. Moi j'ai encore 2 questions à vous poser, même si... Ah oui, mademoiselle. Bonsoir. Oula, d'accord. Non, justement, par rapport à cette réaction de différents publics au niveau du film, je voulais simplement demander, est-ce que ça vous arrive de rencontrer parfois les publics ici en festival, oui, vous nous rencontrez, mais est-ce que ça vous arrive en dehors de la Belgique ou quoi? Malheureusement, jamais. Donc en fait, c'est un peu particulier parce qu'on fait un film, on est notre premier public, on a un public très critique. Donc quand vous voyez un film, en général, c'est 1h30, 2 heures, alors que les gens qui travaillent dessus, parfois, passent 2 ans de leur vie. Donc ils ont un temps de réflexion, un temps d'analyse qui est démultiplié. Donc on ne rate aucune erreur, on est d'un critique extrême avec nous. Donc moi, je suis au cœur de l'arène, je reçois en permanence les critiques de 100 personnes. J'espère les écouter et améliorer le film comme ça. Et donc quand ensuite on fait la première pour nous et qu'on voit le film, c'est pas un public très réceptif parce que chaque plan rappelle un problème ou ce qu'on aurait pu faire qui n'est pas finalement fait pour des mauvaises raisons ou des bonnes raisons. Et donc les gens sortent soulagés d'avoir fini le film, mais pas forcément des fois émerveillés, ou en tout cas ils n'ont pas la fraîcheur puisqu'ils connaissent la plupart du temps l'histoire, les images, etc. Et donc pour moi, la première fois que j'ai vu le film, en plus c'était en français, c'était vendredi avec le public. Et donc j'étais très content d'entendre des fois les gens qui rigolent, pas forcément là où on l'espère, pas forcément de la même intensité. Parfois les gens rigolent pas, mais ils ont un sourire intérieur. Et ils nous le disent après, alors on est content parce qu'on se dit, ah, il n'y a aucune réaction. Donc voilà, et alors pour les autres cultures, pour le moment ça s'est jamais produit. Il y avait eu une projection avec un public, je crois que c'était à Calais où j'avais été. Mais bon, je me dis qu'un public francophone n'est pas si différent culturellement. J'aurais préféré justement aller en Corée et voir ce qu'ils avaient aimé ou puis faire un beau voyage. Mais donc bon, voilà, non, c'est malheureusement comme ça. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Les gens qui font des bandes dessinées travaillent aussi tout seuls chez eux. Et après, parfois, il y a des dédicaces, mais c'est très dédicace à la rencontre. Mais je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Mais donc, allez-y, on est demandeurs. Oui. Oui, alors on a une question là-bas et puis la question de monsieur ensuite. On va commencer. Comment vous faites pour quand vous attaquez le marché mondial comme ça, toute une série de pays, est-ce que vous faites la traduction avant ou uniquement quand le film est déjà vendu et alors vous faites appel à des acteurs locaux pour le... Donc comme le film est en relief, on ne peut pas faire de sous-titres.
En plus, le public est majoritairement jeune dans nos travaux. Donc les sous-titres, ça n'irait pas pour un public jeune. Donc de toute façon, tout est doublé. Après, le film, vous l'avez découvert en français, mais on travaille en version anglaise, ce qui permet déjà pour l'équipe technique, parce que les artistes, c'est des gens qui viennent de tous les horizons. Donc on a des gens qui viennent de Russie, de n'importe où. Donc le langage commun au studio, c'est l'anglais, même s'il y a beaucoup de francophones. Et donc pour vendre le film, ça ne nous demande aucun effort, puisqu'on peut prendre un morceau du film et le présenter en festival, où il sera présenté en anglais, et donc c'est accepté d'être présenté en anglais. On aurait plus de mal en flamand ou en français. Et ensuite, en effet, chaque territoire qui achète le film, c'est le diffuseur qui prend en charge le choix. Est-ce qu'il va prendre des acteurs connus pour exploiter plus facilement le film, ou est-ce qu'il va prendre des très bons acteurs mais qui ne sont pas connus et miser autrement. Mais donc ça, c'est la responsabilité du diffuseur, du distributeur, pardon. Donc c'est une fois que le film est vendu. C'est une fois que le film est terminé, en fait, puisque c'est d'ailleurs pour moi un grand dilemme, c'est qu'avant que le film soit terminé, à un moment donné, on est obligé de stopper le montage. Pourquoi on stoppe le montage? Parce qu'on fait donc une edit list qui est donnée à tous les pays, où à l'image près, on dit tel acteur parle. Et donc si moi, quand le film est quasiment terminé, je dis ouais, là il faut que je coupe 3 images ou là 8 secondes, je peux plus en fait. Donc je dois anticiper ça. Heureusement, c'est l'animation, donc on a déjà des images en amont assez tôt. Mais à un moment donné, on doit donner la musique, on doit donner les images pour créer la musique, et on doit donner le montage terminé, parfois 3 semaines, 1 mois avant que le film soit terminé, c'est quand même beaucoup, pour commencer toutes les versions quand on a autant de pays à nourrir, quoi. Donc, on voilà. va prendre une dernière question, celle de monsieur, et puis après, évidemment, n'hésitez pas à aller à la rencontre de Vincent Bonsoir. après. Hein. Bonsoir. Oui, vous parlez tout le temps, et à juste titre, je suppose, donc du marché international, que le film soit diffusé et vu dans le plus grand nombre de pays possible. Mais en même temps, comment est-ce que vous envisagez en tant que réalisateur pouvoir faire un film avec beaucoup d'humour et tout ça, qui soit accepté, qui soit compris dans le monde entier? Parce que comme vous le dites vous-même, les réactions ne sont pas pareilles de culture en culture. Comment est-ce que c'est quand même pas possible de faire comme un dénominateur pour tous les pays? Parce que ça signifie qu'il ne resterait plus grand-chose, quoi. Alors, en effet, c'est pas possible, comme vous le dites, de connaître toutes les cultures à l'avance. Et en plus, j'essaye même pas, quoi. J'essaye de faire quelque chose que je trouve de qualité, de respecter le public, d'intelligent, d'éviter les erreurs, les facilités. J'ai un bon exemple pour ça. Il y a le film, je ne sais pas si vous le connaissez, Nos voisins les Yamada, qui est un film japonais que j'aime beaucoup. Et son réalisateur disait... Mais non, il ne faut pas qu'il sorte des frontières japonaises. C'est tellement typiquement japonais. Toute la culture japonaise est là, ça n'intéressera personne. Et en fait, je pense qu'il y a quand même des archétypes, heureusement, humains, qui rassemblent tout le monde et qui intéressent tout le monde. Et j'adore Nos voisins les Yamada. Je ne parle pas le japonais, j'ai jamais été au Japon, je ne connais pas le réalisateur. Ça m'a touché. Et donc... Voilà, apparemment, ces histoires de tortue ont touché les Coréens, et j'espère que cette histoire sur cette île va toucher un public plus large. Le scénariste est américain, le roman est anglais, c'est quelque chose qui a été écrit il y a plusieurs siècles et qui nous parle encore. Donc voilà, vous pouvez lire des livres parfois avec 2000 ans d'écart et qui vous touchent. Qu'est-ce qui me rapproche d'un grec et pourtant je me dis, ce philosophe... Pas grand-chose. Donc heureusement, je n'ai pas à connaître toutes les cultures pour avoir l'espoir de les toucher. Voilà. Voilà, mais moi je suis certaine que Robinson voyagera et touchera Robinson, Mardi et toute la clique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent. Au revoir.